J'ai demandé de l'aide à ma famille pour l'opération de mon fils, mais ils se sont moqués de moi. J'ai alors compris que j'étais seul. Plus tard, un appel a fait taire mon père. Pauline est entrée dans la cuisine dans son pyjama fusée, tenant son pingouin en peluche par une nageoire. L'horloge sur la cuisinière indiquait 20h47. Ses cheveux étaient encore humides du bain. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et a regardé mon téléphone comme les enfants de 6 ans regardent les téléphones de leur mère, c'est-à-dire en supposant que ce qui se passe sur l'écran est moins important que ce qu'ils sont sur le point de dire. « Maman, je peux dormir avec la lumière allumée ce soir ? » « Oui, mon bébé. N'importe quelle lumière que tu veux. » « Celle de l'hippocampe. »« Celle de l'hippocampe. » Parce que Rémi doit dormir à l'hôpital. Parce que Rémi doit dormir à l'hôpital. Mais c'est juste pour une nuit et le docteur Kirby est très bon. D'accord. Elle a serré le pingouin plus fort. Elle s'est retournée. Elle a marché à pas feutrés dans le couloir vers sa chambre. La veilleuse hippocampe s'est allumée. Les ressorts du matelas se sont tassés. La maison est devenue silencieuse. L'écran de mon téléphone brillait toujours sur le comptoir. 2 lignes attendaient dans la zone de texte, non envoyée. L'opération de Rémi est à 6h demain matin. J'ai besoin que quelqu'un reste avec Pauline ce soir pendant que je fais la préo avec lui et que je conduis là-bas à la première heure. Le curseur clignotait. Le message avait été tapé 3 fois et supprimé 2 fois parce que ma mère, Véronique, ne réagit pas bien à ce qu'elle appelle des demandes directes. Elle réagit mieux à ce qu'elle appelle une formulation appropriée. 3 réécritures n'avaient pas produit une phrase tournée de la manière dont ma mère préférait qu'on lui demande. Et à 36 ans, avec un fils qui se fait enlever les amygdales à 6h du matin, l'énergie pour une 4e réécriture n'était pas là. Le bouton d'envoi a été pressé à 20h49. Le téléphone a été posé face contre le comptoir. La chambre de Rémi était à 3 pas dans le couloir. Il était au lit avec sa tablette sur la poitrine, regardant une vidéo sur la façon dont les requins dorment. Il a levé les yeux. « Maman, tu as texté mamie ? » « Déjà fait. » « Est-ce qu'elle vient s'asseoir avec Pauline ? » ?»« On verra parce qu'Anaïs ne vient pas. Elle a dit la dernière fois qu'elle ne reviendrait pas parce que Pauline posait trop de questions à l'heure du coucher. Ça semble juste. Yuki est meilleur de toute façon. Yuki a un service ce soir. D'accord. Mais si mamie ne peut pas venir, Yuki viendra demain matin. Oui. D'accord. La tablette est revenue en place. Rémi a 9 ans. Il souffre d'asthme depuis l'âge de 2 ans et d'amygdalite chronique sévère depuis l'âge de 6 ans et a été si souvent à des rendez-vous pédiatriques que le son du brassard de tensiomètre qui se scratche et se descratche est l'un de ses plus anciens souvenirs. L'opération ne lui faisait pas peur. Être seul à l'hôpital pendant la nuit, si, non pas parce qu'il serait seul, mais parce qu'il avait appris après s'inquiéter des choses comme les enfants l'apprennent quand les adultes disparaissent parfois au moment où ils promettent qu'ils ne le feront pas. De retour dans la cuisine, le téléphone était toujours face contre terre. Il s'éclaircit la gorge et venu dans ma main. 2 réponses étaient arrivées. La première venait de Véronique. 21h11. Florence, arrête de faire de ton enfant malade notre problème. Tes enfants sont tes enfants. Tu as choisi d'en avoir 200 maris présents. Nous ne sommes pas ta garderie et nous ne sommes pas ton filet de sécurité. Rémi est malade depuis sa naissance et chaque fois qu'il a un rendez-vous, tu transformes la famille en ton groupe de soutien. Nous sommes épuisés. Gère ta propre vie. La seconde venait de ma sœur Élise. 21h12. 3 émojis qui pleurent de rire. Puis, sérieusement, Flo, l'un de nous finit toujours par être ta babysitter. Débrouille-toi avec tes propres enfants pour une fois. Les 2 messages ont été lus 2 fois. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet et j'ai sorti le journal relié en cuir que grand-père Valère m'avait envoyé par la poste il y a 3 ans, emballé dans du papier brun, sans mots. Je l'ai ouvert à la page actuelle. J'ai écrit la date, une ligne en dessous. Véronique, Élise, ce soir. Voilà qui elles sont. J'ai fermé le journal. Je l'ai remis dans le tiroir. Puis le curseur a clignoté dans la case de réponse. Mon pouce a plané au-dessus du B. Le mot bien est apparu à l'écran. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé.
J'ai failli tout effacer. Les mères chaleureuses n'envoient pas de réponse plate. Ma mère me l'avait appris très tôt. Une bonne fille absorbe. Une bonne fille trouve la version raisonnable. Une bonne fille relit le message qu'elle est sur le point d'envoyer et l'adoucit une fois pour le bien de la personne qui le reçoit. Du couloir, la voix de Pauline est venue dans l'obscurité. « Maman, la lumière de l'hippocampe est allumée ? » « Oui, chérie. » J'ai terminé la phrase. « Bien. Maintenant, je sais exactement où nous en sommes. » Je l'ai envoyé à 21h14. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Je suis allé au salon et j'ai allumé la lumière. Je me suis assise sur le canapé. Je n'ai pas pleuré. J'ai appelé Yuki. Yuki, l'opération de Rémi est à 6h. Véronique a dit non. Élise a envoyé des émojis qui rient. Peux-tu venir t'asseoir avec Pauline ? Donne-moi 20 minutes. Elle était à la porte en 14. Si c'est l'histoire que vous êtes venu chercher, abonnez-vous à Family Secret Else. Parce qu'à 21h42 ce même soir, mon père Didier se tenait à une table de poker dans la salle à manger de mes parents et son téléphone a sonné. Et l'homme à l'autre bout du fil avait 89 ans et attendait depuis 3 ans pour passer cet appel. Avant l'appel, 3 choses. Je m'appelle Florence, 36 ans, thérapeute respiratoire pédiatrique à l'hôpital des enfants de la Mission à Lyon depuis 11 ans. Le travail consiste à intuber des enfants, à faire des tournées de ventilation en soins intensifs pédiatriques, à coacher les parents la première fois qu'ils voient leur enfant de 4 ans entrer en insuffisance respiratoire. Et parfois à coacher les parents lors du dernier souffle d'un enfant qui n'en aura pas d'autre. Le salaire est de 68 000 € par an plus les primes de service. La maison est un petit pavillon sur la promenade de la plage à la Croix-Rousse, acheté avec l'indemnité de divorce il y a 3 ans. Mon ex-mari, Grégoire, est un contractuel civil de la marine à l'étranger. Il appelle les enfants le dimanche. Il envoie la pension alimentaire le 1er du mois. C'est un homme bien qui était marié à la mauvaise personne. Cette personne, c'est moi. Aucun de nous n'en veut à l'autre. Grand-père Valère est le père de mon père. Il a 89 ans. Il vit à la résidence médicalisée Métoarc à 40 minutes de Grenoble. Il y a 3 ans, mon père a dit à la famille que grand-père avait été diagnostiqué avec une maladie d'Alzheimer avancée et ne pouvait plus recevoir de visites ni traiter de correspondance. L'établissement avait des politiques strictes de non-visite. Grand-mère Ruby était décédée en 2018 et cela lui avait brisé l'esprit. La famille y a cru parce que mon père Didier avait été administrateur d'hôpital pendant 31 ans avant de prendre sa retraite. Il savait à quoi ressemblait la maladie d'Alzheimer avancée. Il avait expliqué la progression avec une aisance clinique. L'hiver, ma mère m'a demandé d'arrêter d'emmener les enfants voir grand-père parce que les voir le bouleversait. Mon père avait dit que l'écriture était bien parce qu'il ne la lirait pas, mais que ce serait un réconfort pour moi d'écrire. Il m'avait donné une boîte postale pour envoyer les lettres. Boîte postale 4471, la Croix-Rousse. Parce que le courrier de grand-père à l'établissement se perdait dans le système d'admission. 3 ans de lettres sont allées à la boîte postale 4471, des lettres de Noël. La lettre de l'étape de la maternelle de Rémi. La lettre écrite depuis la salle de réveil le soir de la naissance de Pauline. Adressée à un grand-père qui ne la lirait probablement jamais parce qu'il devait le savoir quand même. 37 lettres au total. Une feuille de calcul suivait tout le monde parce qu'une feuille de calcul est ce qu'une personne garde quand elle n'a plus d'autres adultes pour comparer sa réalité. La 3e chose est Yuki Nakamura, 44 ans, autre diplômée du programme de TR il y a 12 ans, maintenant infirmière en soins intensifs pédiatriques dans le même hôpital. Mère célibataire elle-même, ses enfants plus âgés ont grandi et sont à l'université, elle vit à 2 maisons de la promenade de la plage. Il y a 3 ans, lors de mon premier service de retour après un congé de deuil pour divorce, le vestiaire des TR à 5h47 du matin contenait une femme qui essayait d'arrêter de trembler. Yuki est entrée avec sa blouse à moitié enfilée. Elle s'est assise sur le banc en face de moi. Son fils aîné venait d'être accepté à l'école d'infirmière de l'IU ce lundi-là. Elle était terrifiée qu'il entre dans une résidence universitaire et partait que la maison soit vide et qu'elle doive apprendre qui elle était sans le bruit du bol de céréales de quelqu'un d'autre dans l'évier. Elle n'allait rien lui dire de tout ça. Elle allait l'aider à faire ses valises. Elle m'a regardé et a dit, « Florence, dans cet hôpital, les patients n'ont pas besoin que tu sois stable.
Ils ont besoin que tu sois présente. Trembler, c'est être présent. Lève-toi. Puis elle s'est levée, a fini de mettre sa blouse et est sortie pour son service. 40 secondes plus tard, le banc était vide. Chaque service depuis a commencé avec les 2 pieds sur le sol. Yuki n'a jamais mentionné ce matin-là à nouveau. Elle se présente juste dans mon allée les jours difficiles avec un café qui a la bonne quantité de lait d'avoine sans demander, tape 2 fois sur la vitre côté conducteur et attend. C'est qui se tient autour de moi. L'opération de Rémi a eu lieu à 6h14 le lendemain matin. Le docteur Alta Kirby a fait l'amydalectomie et l'adénoïdectomie en 53 minutes. Les voies respiratoires étaient dégagées. Le saignement était normal. Récupération Parador Wassam. Sorbet à l'orange à 9h45. Sortie à 13h30 avec une feuille post-opératoire plastifiée qui aurait pu être écrite de mémoire et des instructions pour le maintenir à des aliments mous pendant une semaine. Yuki était à la maison avec Pauline. Elle avait pris toute la journée comme une journée personnelle. Un message vocal à son superviseur à 6h du matin quand la porte d'entrée s'est ouverte à 14h11. Yuki avait déjà fait du macaroni au fromage, coupé du jicama pour Pauline et installé le canapé avec 3 oreillers et la couverture préférée de Rémi. Le câlin à la porte a duré 4 secondes. Pas de questions sur la façon dont la famille avait réagi. Elle avait vu le chat de groupe jeudi soir. Elle n'avait pas besoin de demander. Elle a juste fait du café. Yuki est parti à 18h09 ce soir-là. Son fils était rentré de l'IU pour le week-end. Plan de Pierogi. Le câlin pour Pauline était serré. Le high-five pour Rémi était doux. La dernière chose qu'elle a dite à la porte était « Florence, va faire ce que tu as à faire demain ou dimanche ou chaque fois que l'enfant est stable. Les enfants sont à moi jusqu'à ce que tu reviennes. » Vendredi soir sur le canapé. Pauline endormie contre mon épaule. Rémi regardant un documentaire sur les récifs coralliens en sourdine avec des sous-titres parce que sa gorge était trop douloureuse pour vouloir entendre quelqu'un parler. À 21h22, un texto est arrivé d'un numéro inconnu de Grenoble. Renifle Florence, c'est Bethany, une des infirmières de Métoarc. Ton grand-père m'a demandé de te texter. Il a dit de te dire que les amygdales de Rémi ont été enlevées à 11 ans quand il était petit et qu'il a toujours la cicatrice. Il a dit que Rémi ira bien. Il a dit, tu le sais déjà, mais il voulait que tu l'entendes de lui. Il a dit, les choses vont aller vite de son côté à partir de lundi et de lui faire confiance. Il a dit, ne t'inquiète pas pour les lettres. Il a dit qu'il comprenait maintenant. J'ai lu le texto 5 fois. J'ai failli appeler la réception de Méarc tout de suite pour leur demander de mettre Valère au téléphone. Je ne l'ai pas fait. Bethany avait texté depuis son téléphone personnel à un certain risque, et appelé le standard de l'établissement à 21h22 un vendredi soir pour exiger de parler à un résident dont le dossier disait « pas de visiteur », la mettrait dans une position impossible. J'ai posé le téléphone sur la table basse. J'ai regardé Rémi. Ses yeux étaient sur le récif corallien. Sa main était sur le dos de Pauline là où elle dormait contre mon épaule. J'ai regardé le plafond. La lueur de la veilleuse hippocampe descendait le couloir depuis la chambre de Pauline. J'ai tapé un mot en réponse à Bethany. Merci. Le téléphone a été posé. Rémi a regardé. Maman. Oui, mon grand. Tu vas bien? Oui, Rue. Tu as fait une grimace. Oui. Il a hoché la tête. Le récif corallien est revenu sur son écran. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à Family Secret Health. Parce que la phrase que mon père m'avait dite pendant 3 ans, la phrase sur laquelle ma compréhension des dernières années de grand-père avait été construite était une phrase que mon grand-père n'avait jamais été l'homme qu'elle décrivait. Entre 20h47 jeudi soir et 21h42, 6 choses s'étaient produites. À 20h52, ma mère, Véronique, était passée de sa chaise de cuisine à la salle à manger où mon père installait une table de poker pour 4 collègues retraités de l'hôpital. Le chat de groupe était sur l'écran de son téléphone. Elle l'a montré. Didier a lu le texto. Dis-lui non. Véronique l'a déjà fait. À 20h54, ma sœur Élise était chez elle dans le Nord. Le chat de groupe était ouvert. Le message de Véronique est arrivé. Élise a tapé le sien. Envoyé. Téléphone posé sur le comptoir.
Aucune autre pensée. À 21h03, un des amis de poker de mon père est arrivé. Denis, collègue de 18 ans de mission générale. L'ex-femme de Denis était une femme nommée Priscilla Vance, une avocate spécialisée en succession à Grenoble. Ils se parlaient encore à cause des enfants adultes, a dit Denis dans le hall d'entrée, en accrochant son manteau. J'ai vu Priscilla pour un café ce matin. Elle a reçu une lettre étrange la semaine dernière d'un ancien client qui voulait fixer une réunion très spécifique. Elle la lisait comme si c'était important. Mon père. Intéressant. De retour à la table de poker, le jeu a été battu trop vite. Denis l'a remarqué. À 21h11, le texto de Véronique est allé dans le chat familial. À 21h14, le mien a suivi. À 21h22, grand-père Valère était assis dans son lit à Métoarc. Il avait demandé à Bethany, son infirmière du soir, de l'aider à m'appeler au sujet de l'opération de Rémi. Bethany a apporté le téléphone du socle de chargement. Elle a ouvert l'application de messagerie pour trouver mon numéro. Le chat du groupe familial était épinglé en haut parce que Valère y avait été ajouté en 2020 avant que l'histoire des soins de la mémoire ne commence. Et bien que Didier lui ait dit que le téléphone était cassé et l'ait remplacé par un téléphone à clapet, le smartphone était resté dans le tiroir de la table de chevet, se chargeant, recevant des messages silencieusement pendant 3 ans. Bethany a ouvert le chat. Les messages les plus récents avaient moins de 20 minutes. Elle les a lus à voix haute. Valère a écouté. Son visage n'a pas changé. Quand elle a fini, il a dit « Bethany, n'appelle pas Florence. Appelle le numéro dans le petit carnet marron sur la table de chevet. Priscilla Vance, compose-le. Passe-moi le téléphone. » Le carnet marron s'est ouvert. Le numéro a été composé. Priscilla a répondu à la deuxième sonnerie. La conversation a duré 8 minutes. Valère a raccroché à 21h34. Il a rendu le téléphone. Un autre appel, mon fils. Bethany a composé le portable de Didier. Elle a passé le téléphone à Valère. À 21h42, mon père a senti sa poche vibrer. En plein milieu d'une donne, poker fermé à 5 cartes. 4 administrateurs d'hôpital à la retraite autour de la table. Le jeu a été posé. L'écran indiquait « Papa ». Ce mot n'était pas apparu sur le téléphone de mon père depuis 3 ans parce qu'il avait cru que le téléphone qui passait ses appels n'existait plus. La porte de la cuisine s'est fermée derrière lui. Le téléphone est monté à son oreille. 41 secondes. Mon grand-père n'a pas élevé la voix. Didier, Priscilla dépose plainte à 9h demain matin. Ne m'appelle plus. La ligne est devenue silencieuse. Mon père est resté dans la cuisine avec le téléphone toujours contre son oreille pendant 18 secondes. Puis le téléphone est allé dans sa poche. La porte de la salle à manger s'est ouverte. Il ne s'est pas assis. Il n'a pas distribué la main suivante. Denis, Didier, ça va? Quelque chose est arrivé avec mon père. Je dois mettre fin à la soirée. Les 4 hommes sont partis en 9 minutes. Ma mère est descendue à 22h04. Les 2 mains de Didier étaient à plat sur le comptoir en marbre. Son téléphone était posé entre elles. Elle n'a pas eu à demander comment le téléphone. Il a toujours le téléphone. Quel téléphone? Celui que je t'ai dit qu'on lui avait repris en 2021. J'ai dit que je l'avais pris. Tu ne l'as pas pris. Non. Elle s'est assise en face de lui. Aucun d'eux n'a parlé pendant longtemps. Rien de tout cela ne m'était connu le vendredi soir. Samedi était le premier jour post-opératoire, la fenêtre de risque de saignement la plus élevée. Le canapé a accueilli les 2 enfants toute la matinée. Yuki est arrivé à 10h avec un puzzle pour Pauline et est resté jusqu'au dîner. Rémi a fait la sieste. Ses voies respiratoires sont restées dégagées. Sa voix était rauque mais fonctionnait. Le jus de pomme est descendu. Un documentaire a été mis. Le sommeil est venu à 20h30 et a tenu toute la nuit. Dimanche matin, le docteur Kirby a appelé pour un suivi. Rémi a été autorisé à reprendre une activité normale et calme. Toujours aux aliments mous, mais le risque de saignement était en baisse. Stable. Yuki est arrivée à 9h avec un sac en papier de croissants et de confiture de framboise parce qu'elle sait que mes enfants mangeront des croissants et de la confiture quand ils ne mangeront rien d'autre.
Le câlin pour Rémi était doux. Pauline a eu un baiser sur le front. Puis Yuki m'a regardé. Tu as tout. L'ordonnance du tribunal, le téléphone. Priscilla en haut-parleur à 13h. L'ordonnance a été faxée à son avocat à 10h14 samedi matin. Il sait que tu viens. Il sait que quelque chose arrive. Il ne sait pas que ça arrive par la porte d'entrée avec une ordonnance du tribunal. Bien. J'ai mis mon manteau. Pauline a serré ma jambe. Rémi a fait un pouce levé depuis le canapé. J'ai fermé la porte d'entrée derrière moi. Je suis monté dans la voiture. La route vers Grenoble durait 94 minutes d'autoroute de février, plate et grise et froide. À 13h, l'allée du sentier Sagamore contenait 6 voitures. 2 appartenaient à d'anciens collègues de mon père de mission générale. Ma mère organisait un brunch. À travers la baie vitrée, 10, 12, peut-être 14 personnes, l'allée, la sonnette. Véronique a ouvert la porte. Elle portait le pull en cachemire crème qu'elle porte quand elle reçoit. Son visage a changé quand elle m'a vu. Il ne s'est pas adouci. Il s'est durci dans l'expression spécifique qu'elle porte quand elle décide de se battre ou de jouer la comédie. Elle a choisi de jouer la comédie. Florence, quelle surprise. Nous brachons. Pas là pour manger, maman. Là pour parler à papa et à toi. Un pas devant elle. Elle n'a pas bougé assez vite pour le bloquer. Le salon s'est ouvert. Mon père, Didier, se tenait près de la cheminée avec un mimosa. Ma sœur, Élise, était assise sur le canapé avec son mari, Bastien. Leurs enfants, Noël et Léo, à la table de la salle à manger avec un iPad. 4 anciens collègues répartis dans la pièce, dont le docteur Grace Ashwood du comité de surveillance pédiatrique que Didier avait présidé pendant 8 ans. Toutes les conversations se sont arrêtées. Mon père a essayé le sourire. Son visage avait la raideur d'un homme qui a répété. Florence, entre. Assieds-toi. Prends un mimosa. Non, papa. Tu as l'air fatigué. L'opération de Rémi s'est bien passée. Rémi est à la maison. Yuki est avec lui. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de vous. Le mimosa a été posé sur la cheminée. La main du mimosa est allée dans sa poche de pantalon kaki. L'épaule s'est redressée. La gorge s'est éclaircie une fois. Le discours était prêt. Florence, tu as toujours transformé tes enfants en mission de sauvetage. Les amygdales de Rémi sont une opération courante. Pauline a 6 ans et aurait pu dormir seule sur ton canapé et aller bien. Tu voulais un public. Tu voulais que ta mère plane et que ta sœur pleure. Et quand nous avons dit non, tu as inventé ce récit selon lequel nous avions abandonné un enfant malade. Personne n'a abandonné personne. Tu as fait d'une procédure de routine une urgence familiale parce que tu as toujours eu besoin de notre attention plus que tes enfants n'ont jamais eu besoin les uns des autres. Grandis. 14 personnes regardaient. Le docteur Grace Ashwood tenait son assiette de quiche avec une fourchette figée en l'air. Bastien étudiait ses propres genoux. Élise regardait sa mère. Ma mère regardait mon père avec le regard spécifique qu'elle lui lance quand elle veut qu'il continue. Didier me regardait. Aucune réponse n'est venue. Le discours a eu son silence. La pièce s'est calmée. Puis le téléphone est sorti de la poche de mon manteau. Un tape sur le contact. Haut-parleur activé. La voix de Priscilla Vance a rempli le salon. Florence, je suis là. J'ai le dossier. Le téléphone a été posé sur la table basse. Mes yeux se sont tournés vers mon père. Grand-père a appelé papa à 21h42 jeudi. 37 lettres sont dans le tiroir du bas de ton bureau. Les changements de fiducie ont été déposés vendredi matin. 24 mots. La mâchoire de mon père, qui avait été avancée pour le discours, est tombée d'un quart de pouce et y est restée. Sa main est sortie de sa poche et est allée au bord de la cheminée et l'a agrippée. Son poids s'est déplacé vers l'avant comme le poids d'un homme se déplace quand il décide de s'asseoir ou de tomber. Et la décision n'était pas entièrement sous son contrôle. Élise s'est levée du canapé. Le mimosa s'est renversé. Du jus d'orange et du champagne ont frappé le parquet. Le verre a heurté la table basse et s'est fissuré, mais ne s'est pas cassé.
Personne n'a bougé pour le nettoyer. La voix d'Élise est sortie trop vite. Maman m'a dit que grand-père était parti. Maman m'a dit que l'argent de l'hypothèque était le cadeau de papa pour nous. Maman a dit que la fiducie était déjà mise en place pour Noël et Léo. Maman a dit qu'elle s'était arrêtée. Elle s'était blessée. Sa main est allée à sa bouche. Ses yeux se sont tournés vers Véronique. Véronique regardait la fissure dans le verre de mimosa sur la table basse. Élise s'est assise lourdement sur le canapé. Le coussin a fait le petit bruit que font les coussins quand quelqu'un s'assoit sans le décider. Bastien n'a pas touché son bras. Ma mère, Florence, ce n'est pas drôle. La voix de Priscilla est passée par le haut-parleur. Monsieur Ledger, Madame Ledger, je m'appelle Priscilla Vance. Je suis l'avocate spécialisée en succession de Valère Ledger. En dossier à mon bureau se trouve une procuration durable exécutée par Valère Ledger le 18 février, il y a 3 jours, révoquant la procuration durable précédemment exécutée le 4 mars 2019 en faveur de Didier Ledger. Également en dossier se trouve une fiducie modifiée exécutée à la même date nommant Florence Ledger comme unique fiduciaire et Rémi Ledger et Pauline Ledger comme principaux bénéficiaires. Déposée auprès du tribunal vendredi matin à 9h04. Une ordonnance du tribunal pour la récupération de toute correspondance adressée à Florence Ledger, aux soins de la boîte postale 4471, la Croix-Rousse, a été signifiée à votre avocat à 10h14 samedi matin. Monsieur Ledger, avons-nous votre coopération? La prise de mon père sur la cheminée s'est resserrée. Sa bouche était toujours ouverte du quart de pouce qu'elle avait ouvert à 21h42 jeudi. Sa mère était décédée en 2011 et son père, selon l'histoire qu'il avait racontée pendant 3 ans, était mort pour le reste de la famille. Ces 2 déclarations n'avaient été vraies que pour lui. Sa voix est sortie répétée. Priscilla, c'est un malentendu. Mon père a une maladie d'Alzheimer avancée. Il ne peut pas exécuter de documents juridiques. Toute signature que vous avez en dossier est nulle car il n'a pas la capacité. La voix de Priscilla. Monsieur Ledger. Votre père a exécuté la fiducie modifiée sur vidéo à la résidence médicalisée Métoarc le 18 février avec 2 témoins présents, un notaire présent et son médecin présent. L'évaluation de la capacité a été effectuée à la même date. Il a été jugé compétent. L'évaluation est jointe à la fiducie. Il a également enregistré un testament vidéo personnel au cas où un membre de la famille contesterait la fiducie pour des raisons de capacité. Cette vidéo dure 96 secondes. Voulez-vous que je vous la joue maintenant? Personne dans le salon n'a parlé. Je prendrai ça pour un non. L'ordonnance du tribunal vous oblige à accorder l'accès à toute correspondance en votre possession adressée à Madame Florence Ledger, aux soins de la boîte postale 4471. Veuillez confirmer que vous comprenez votre obligation en vertu de l'ordonnance. Mon père a regardé ma mère. Ma mère ne le regardait pas. Elle regardait Élise. Élise regardait le sol. Sa voix était plate. Je comprends ma voix. Où sont-elles, papa? Où sont les lettres? Dans mon bureau, tiroir du bas du bureau. Le couloir faisait 12 pas. J'ai ouvert la porte du bureau. Le bureau était le même qu'il avait utilisé pendant 31 ans d'administration hospitalière. J'ai ouvert le tiroir du bas. 37 enveloppes attachées avec un élastique. Timbre de la poste de la résidence médicalisée Méarc adressé à Florence Ledger. Aux soins de la boîte postale 4471. La Croix-Rousse. Toutes ouvertes. Sous la pile attachée avec un élastique au fond du tiroir. Une deuxième pile plus petite. 12 enveloppes adressées de mon écriture. Timbre de la poste d'un service d'expédition de la Croix-Rousse. Adresse de retour. Ma maison sur la promenade de la plage. Elles n'étaient pas les miennes. Je ne les avais jamais écrites. J'ai soulevé la première et l'ai ouverte. L'imitation de mon écriture par mon père n'était pas parfaite, mais elle était assez bonne pour tromper un homme qui voulait croire que les lettres étaient réelles. 2 pages. Datées d'il y a 11 mois. Grand-père, je suis tellement désolé. Il a été difficile de visiter ces derniers temps. Rémi va bien. Pauline va bien. Grégoire envoie de l'argent à temps. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour nous. Les enfants ne veulent pas visiter les établissements. Ils ont dit que ça les mettait mal à l'aise.
J'espère que tu comprends. Amour, Florence. 12 d'entre elles, dates différentes, mensonges différents. Toutes dans une écriture qui ressemblait assez à la mienne pour passer. Toutes disant à mon grand-père que sa petite-fille ne voulait pas lui rendre visite, que les arrière-petits-enfants étaient mal à l'aise avec lui, que tout le monde allait bien, que personne n'avait besoin de rien. Il y a 4 semaines, mon grand-père avait remarqué quelque chose qui n'allait pas. Une des lettres falsifiées mentionnait le nom de l'institutrice de maternelle de Pauline. Madame Ketley. L'institutrice de maternelle de Pauline était en effet Madame Ketley, mais mon grand-père n'avait jamais entendu ce nom de ma part. Il ne l'avait jamais entendu de personne dans mes vraies lettres. Il n'y avait qu'une seule façon pour mon père de connaître le nom, c'est que Madame Ketley était la femme d'un des anciens collègues de Didier à Mission Générale, et ma mère, Véronique, l'avait mentionné lors d'un déjeuner de bridge 6 mois plus tôt. Valère avait reconnu le nom. Il avait regardé l'adresse de retour. Il avait réalisé à ce moment-là, assis dans son lit à Métoarc avec une lettre à la main que son fils avait écrite en se faisant passer pour sa petite fille, que son fils interceptait son courrier et répondait en tant que quelqu'un d'autre depuis 3 ans. Il avait appelé Priscilla le lendemain matin. La chaise de bureau a supporté mon poids. La lettre était sur mes genoux. Priscilla était toujours en haut-parleur. Je les ai, toutes, y compris 12 qui ne sont pas les miennes. Apporte tout. Le dossier s'ouvre lundi matin. Priscilla. Oui. Depuis combien de temps attendais-tu cela? Depuis avril 2022. Florence, ton grand-père m'a appelé la même semaine où ton père a dit à la famille qu'il était en soins de la mémoire. Il m'a demandé de garder la fiducie prête. Il m'a demandé d'attendre un signal. Il a reçu le signal jeudi soir. D'accord. Le téléphone s'est éteint. Les 37 lettres sont sorties du bureau en une pile nette pressée contre ma poitrine. Les 12 fausses sont allées dans la poche de mon manteau. Le couloir faisait 12 pas pour retourner au salon. Personne n'avait bougé. Le docteur Grace Ashwood était maintenant debout. Son assiette était sur la table basse. Sa fourchette était sur l'assiette. Elle a regardé mon père. Elle m'a regardé. Didier, je vais y aller. La porte d'entrée s'est ouverte. 2 autres anciens collègues se sont levés. Ils l'ont suivi. 3 personnes sont parties sans un mot. La porte s'est refermée en claquant. Ma mère n'avait pas bougé de l'entrée. Elle regardait la pile de lettres. Sa bouche était ouverte. Je suis passé devant elle. Je suis monté dans ma voiture. J'ai mis les lettres sur le siège passager. J'ai mis les 12 fausses dans la poche de mon manteau. Je suis rentré chez moi. 94 minutes. Yuki était dans la cuisine en train de préparer de la soupe pour Rémi. Elle m'a regardé. Elle a regardé les lettres. Sa voix était calme. Combien? 37 plus 12. Mon père a répondu en se faisant passer pour moi. Assieds-toi. Le café est prêt. La chaise m'a tenu. Le café était chaud. Les pleurs n'ont pas commencé avant la 4e gorgée. Les 8 choses qui se sont produites au cours des 4 semaines suivantes sont des choses. Priscilla a déposé la fiducie modifiée auprès du tribunal des successions du comté de Marion lundi matin à 9h04. La fiducie me nommait unique fiduciaire. Principaux bénéficiaires Rémi et Pauline. Valeur totale de la succession 1,4 million de dollars. Le principal actif était la maison payée de mon grand-père à Grenoble, plus des comptes d'investissement qu'il avait gérés discrètement pour lui-même, malgré l'affirmation publique de 3 ans qu'il ne pouvait pas gérer un chéquier. La révocation de la procuration a été déposée le même matin. L'autorité de mon père sur l'un des comptes de mon grand-père a été résiliée à 9h07. À 9h41, il a essayé de se connecter au compte d'investissement pour virer 20 000 dollars. La connexion a été refusée. 3 tentatives. Le compte a été signalé pour examen de sécurité à 9h44. La demande de comptabilité de la succession est arrivée à 15h11 lundi. Le bureau de Priscilla a exigé une comptabilité complète de tous les fonds prélevés sur la succession de mon grand-père pendant 3 ans. 30 jours pour produire des registres ou faire face à une action civile pour fraude. La comptabilité, une fois produite, a montré une allocation administrative mensuelle de 4 200 dollars prélevés pendant 36 mois consécutifs. 151 200 dollars.
La résidence médicalisée Meadowlark facturait 3800 $ par mois tout compris. L'allocation administrative était justifiée comme couvrant les frais de gestion familiale. Il n'y avait pas de frais de gestion familiale. Chaque dollar avait été empoché. Aucun n'avait été déclaré aux impôts. La comptabilité a également montré des transferts mensuels de 2850 $ vers un compte bancaire appartenant à Elise Ledger Kellerman pendant 22 mois, étiqueté « cadeau de grand-père ». 62 700 $. Elise savait que l'argent provenait de la succession. Elle avait dit à Bastien que c'était des prêts sans intérêt qui seraient pardonnés à la mort de grand-père. Elle n'avait pas dit à Bastien que grand-père ne mourrait pas. Bastien a lu la comptabilité lorsque le bureau de Priscilla l'a communiqué à la famille. Les papiers de séparation de corps ont été déposés 9 jours plus tard, non pas à cause de l'argent, mais à cause de 22 mois de mensonges à ce sujet. Le paiement de l'hypothèque d'Élise a été en défaut le 1er du mois suivant. Elle a appelé Véronique. Pas de réponse. Elle a appelé Didier. Sa voix était plate. C'est fini, Élise. La ligne est devenue silencieuse. Ma mère a posté un long message sur Facebook le 6e jour en taguant 47 membres de la famille élargie. Partageant cela parce que trop de gens posent des questions. Florence a manipulé son grand-père de 89 ans en utilisant son état mental déclinant pour voler sa succession au reste de la famille. Elle a coupé tout contact avec son père, sa mère et sa sœur. Mon mari et moi avons engagé un avocat pour contester le changement de fiducie. S'il vous plaît, priez pour notre famille et pour grand-père Valère, qui n'a pas la capacité de comprendre ce qui lui a été fait. 84 commentaires sont arrivés en 2 heures. La plupart soutenaient Véronique. Priscilla était prête. Mon grand-père avait enregistré un testament vidéo de 96 secondes le dimanche après-midi de ma première visite à Meadowlark après la confrontation. Bethany l'avait filmé sur son téléphone à sa demande parce qu'il savait que son fils tenterait une diffamation publique. Il avait raison. Priscilla a envoyé la vidéo par email à l'avocat de Véronique à 8h47 le lendemain matin. La voix de mon grand-père claire à la caméra. Je ne suis pas confus. Je ne l'ai jamais été. Mon fils est un voleur et ma belle-fille est sa partenaire. Ma petite-fille Florence a été la personne en qui j'ai eu le plus confiance pendant 3 ans. Mes arrière-petits-enfants, Rémi et Pauline, sont mes héritiers. C'est mon dernier testament au cas où mon fils le contesterait. Veuillez distribuer. L'avocat l'a transmis à Véronique à 9h22. À midi, le message Facebook était supprimé. Le soir, le compte était désactivé. 3 anciens collègues de Mission Générale ont écrit une lettre conjointe au conseil d'administration des anciens élèves du comité de surveillance pédiatrique que Didier avait présidé pendant 8 ans. Le docteur Grace Ashwood a signé en premier. 2 autres ont suivi. La demande de révocation. L'email est arrivé 11 jours plus tard. Une phrase. Après mûre réflexion, nous avons décidé de nommer un nouveau président. Didier ne l'a transmis à personne. Il l'a imprimé et l'a posé sur le coin de son bureau. Ma mère est arrivée à son club de jardinage du mercredi le 4e mercredi. 22 ans d'adhésion, 6 ventes de bulbes d'automne co-présidées. Son badge nominatif manquait au tableau des bénévoles. La présidente du club, Leia Renwick, l'a rencontrée sur le parking. Véronique, nous devons faire une pause dans ta participation pendant que les choses se calment. Aucun argument n'est venu. La portière de la voiture s'est fermée. Le moteur est resté éteint pendant 34 minutes. Puis le retour à la maison. J'ai failli l'appeler cet après-midi-là. Le téléphone était dans ma main. Son contact était affiché. Pauline dessinait au comptoir. Rémi était sur le canapé avec un livre. Le téléphone est retourné sur le comptoir. Une tasse de thé a été préparée à la place. La chaise à côté de Pauline était le bon endroit où être. La question sur ce qu'elle dessinait était la bonne question à poser. Dimanche matin, 4 semaines et 2 jours après la confrontation, salle commune de la résidence médicalisée Meadowlark. Lumière du matin à travers la haute fenêtre orientée à l'est. Grand-père Valère était dans un fauteuil à oreilles près de la fenêtre. Il portait un cardigan bleu que Bethany l'avait aidé à enfiler ce matin-là. Rémi était par terre avec un jeu de dominos. Il apprenait à Pauline le jeu de les aligner. Pauline avait déjà fait tomber la première installation 2 fois. La voix de Rémi était encore rauque après l'opération,
donc l'enseignement se faisait par phrases courtes et gestes. Espace un doigt vers le bas. Autant. 2 tapes. Les grands frères qui ne peuvent pas utiliser leur voix deviennent des enseignants du genre spécifique qui utilisent moins et signifient plus. Pauline regardait ses mains autant que sa bouche. Le fauteuil à oreille à côté de Valère me tenait, ainsi que le journal relié en cuir ouvert sur mes genoux. Il venait de me raconter l'histoire de l'homme qui lui avait donné le journal en 1946, un voisin veuf nommé Ezra Schwick, qui avait couvert le loyer de Valère pendant 4 mois après la mort de son père. Valère avait 11 ans. Il n'avait jamais oublié. S'éclaircit la gorge, le journal avait été acheté une semaine plus tard. Le nom d'Ezra a été inscrit en premier. 78 ans de gentillesse ont suivi. Florence. Oui, grand-père. Tu as été la seule à écrire. Je sais. Chaque lettre. J'ai lu chacune d'entre elles. Je le sais maintenant. Ces autres lettres, celles que ton père a envoyées en se faisant passer pour toi, elles ont failli marcher. Presque. 34 mois à penser que ma petite fille ne voulait pas me rendre visite. Puis Madame Ketley est apparue dans une et tout s'est effondré. Sa main était sur la coudoir, mince, tachetée, toujours stable. Je ne m'en serais pas sorti sans les vrais. Tu t'en serais sorti. Tu t'en serais sorti que quelqu'un écrive ou non. Sa voix était plus ferme que tout ce qu'on avait entendu de lui depuis 5 ans. Ce n'est pas vrai, Florence. Tu es gentille. Ne sois pas gentille. Sois précise. Les lettres m'ont gardé. C'est tout. Le journal s'est ouvert à la page actuelle. La date a été inscrite au stylo. 24 février, dimanche matin. Une ligne en dessous. Valère. 90 ans à noter les gentillesses des autres. Puis il a noté la mienne. De l'autre côté de la ville, le bureau de Didier était calme. La lettre de réponse à la demande de comptabilité était lue pour la 4e fois. L'évaluation de son avocat, 200 000 à 400 000 euros de restitution et de pénalité. Le renvoi à l'IRS était déjà en cours. Son avocat avait dit, Didier, à ton âge, si ça devient fédéral, tu risques de ne pas voir l'autre côté en homme libre. La maison du sentier Sagamore était toujours dans le froid. Véronique était au comptoir de la cuisine avec les 2 mains à plat sur le granit, ne faisant rien. Le badge du club de jardinage manquait toujours. Le compte Facebook était toujours désactivé. Sa sœur n'avait pas appelé depuis 11 jours. Élise était seule chez elle. Bastien avait emménagé dans une location à Fizé. Les enfants étaient avec lui ce week-end. L'hypothèque était en retard de 13 jours. Un avis de prêteur était sur le comptoir. Le téléphone avait été décroché 9 fois en 12 heures pour me texter. Rien n'avait été envoyé. À Métalarc, la nouvelle ligne de domino de Rémi a commencé à basculer. Pauline a poussé un cri de joie. Valère a ri. Le rire était plus petit que celui dont on se souvenait de l'enfance, mais c'était le même rire, celui qu'il avait fait quand une fillette de 7 ans lui avait dit qu'elle allait devenir médecin quand elle serait grande. Il avait dit, assez proche. Quand la fillette de 7 ans est devenue thérapeute respiratoire à 26 ans. Il le pensait. Il l'avait toujours pensé. Si cette histoire vous a trouvé aujourd'hui, abonnez-vous à Family Secret, elle s'est partagée-la avec la personne à qui on a dit que son enfant malade était un fardeau pour les personnes qui devaient tout à l'enfant. Mon grand-père Valère est né en 1936. Il a passé 78 ans à noter les gentillesses des autres dans un journal relié en cuir. Et il m'a tendu ce journal un dimanche matin de février avec la lumière du matin sur sa fenêtre et mon fils apprenant à ma fille à aligner des dominos sur le sol. Mon père a dit à la famille pendant 3 ans que grand-père était parti. Il n'était pas parti. Il répondait. 37 lettres attendaient dans le tiroir du bas d'un bureau et chacune disait la même chose de différentes manières. Je te vois. Je t'ai vu. Continue. Les dominos de Rémi ont atteint le dernier. Pauline a applaudi. Valère a fermé les yeux et a gardé le sourire sur son visage. Le journal était sur mes genoux. La lettre d'il y a 4 semaines était dans mon sac à main. La lumière du matin était sur le cadre de la fenêtre en cuivre. Le four à la maison était froid. Les enfants avaient chaud. Et les lettres étaient enfin là où elles devaient être.